tous. Merci d'être là. Et aussi, merci d'avoir choisi le thème, en fait, le fait de cette rencontre centrée sur le droit et sur l'apartheid, parce que c'est central pour une compréhension de la situation actuelle. Moi, je vais parler plutôt un peu des implications pratiques dans la vie quotidienne. Autrement dit, ça ressemble à quoi vivre sous un apartheid au XXIe siècle. Après 2004 et 2005, après la fin de la deuxième intifada. Et justement, alors que la société civile palestinienne commençait à élargir son action dans le domaine du droit international, appelant aussi au boycott. Nous avons connu l'apartheid avant de savoir qu'il s'appelait l'apartheid. Voilà, en résumé, c'est ça. Personnellement, moi je suis pas né en Palestine. Mon père a fait partie pendant 25 ans de la diaspora palestinienne, de ceux qui ont quitté la Palestine à différentes étapes. Et lui, justement, après l'occupation de 67. Et quand mes parents décidaient de rentrer en Palestine, j'avais 7 ans. Donc, la première chose que j'ai compris par rapport à la réalité de la Palestine, avant de comprendre quoi qu'il en soit en politique, en géopolitique, c'était que il y avait une autre population, il y avait un autre groupe de personnes qui habitaient entre nous, mais qui étaient complètement séparés de nous. C'était très évident. Même à l'âge de 7 ans, c'était très clair. Parce que juste à côté de là où nous avons habité depuis que nous sommes rentrés en Palestine, il y a 3 colonies israéliennes autour de nous. Et dans ces 3 colonies israéliennes, il habite des milliers d'Israéliens avec lesquels nous n'avons aucun contact, avec lesquels nous n'avons aucune relation, à part des exceptions très précises. Nous avons compris tout de suite que nous avons notre monde et eux ils ont leur monde, même si on habite dans le même territoire. Et au niveau économique, au niveau culturel, au niveau tout ce que vous voulez, il y a toute une vie collective pour les Israéliens qui habitent dans le même espace que les Palestiniens. Et ça, on se rend compte immédiatement. Le problème, c'est que quand on grandit dedans, on l'assume comme une partie de la situation naturelle ou normale. Même si théoriquement, on commence à comprendre à un moment donné que ce n'est pas normal, que d'autres pays ne vivent pas comme ça. Et on a quand même du mal à assumer la magnitude de cette abnormalité. Jusqu'à ce qu'en fait on voyage et on voit exactement la différence avec la façon dont les gens vivent dans d'autres pays. Et sinon, même si on comprend théoriquement que ça ne va pas, on l'intègre d'une certaine manière parce qu'on s'adapte. On ne peut pas vivre dans le choc de l'apartheid tous les jours, sinon on ne vit pas. Déjà très jeune, j'avais compris en fait c'était quoi la nature de la relation avec les colonies. La première chose, c'était que la colonie la plus proche chez moi est une colonie qui est construite entièrement sur des terres enlevées aux familles du village de mon père. Il n'y a pas d'autre village. Et il n'y a pas de terre publique, c'est que des terres privées. Dans mon grand-père. Et depuis très jeune, j'avais compris en fait que c'était une acquisition violente qui s'est faite par la force, qui s'est faite en fait par une ordre militaire, qui a dit que cette terre n'est plus accessible à nous, parce qu'elle est confisquée par l'armée pour des biens publics. Et après, on a compris que les biens publics, c'est construire une ville pour d'autres gens, à laquelle nous n'avons pas accès. Quand j'avais 12 ans, juste avant le début de la deuxième intifada, le plus jeune de mes oncles racontait des histoires, comment lui travaillait dans cette colonie en tant que mécanicien. Et mécanicien et parfois dans la construction. Et il expliquait aussi que c'était exactement les terres de telle famille et de telle famille, et les terres, les nôtres, à nous, et il y a aujourd'hui un supermarché, il y a ceci, il y a cela. Et
moi, je ne comprenais pas en fait comment il parlait de ça, mais sans aucune colère. Il parlait de ça comme si c'était quelque chose de normal. Et il expliquait, il parlait en fait aussi de comment la relation était avec le patron israélien, qui était gentil, qui leur amenait du thé. Et voilà, et il se souvenait, moi je lui pose une question, je lui dis, est-ce que tu te rappelles avant qu'il y en ait la colonie? C'est le plus jeune maison. Il dit oui, je me rappelle qu'on a été confisqués. Et avant ça, en fait, on cultivait du blé dedans. Tout le village faisait ça. Et il m'a dit, ta grand-mère, elle faisait du pain de blé qu'on cultivait là-bas. Et c'est de ce pain-là que j'ai grandi. C'est resté dans mon esprit qu'en fait, le choc, pour moi, c'était le fait qu'il assume comme quelque chose de normal. Et plus tard, un jour, je lui ai demandé, comment est-ce que tu parles de ça normalement, comme s'il n'y avait aucun problème? Et donc, il a soupiré. Déjà, j'avais 12 ans. Il a estimé que j'avais l'âge pour comprendre cela. Et il m'a dit, en fait, à chaque fois que j'y vais travailler, je dois me contenir, me contrôler, pour ne pas devenir fou. Ça, c'est la relation entre les deux types de populations qui partagent le même espace avec des droits différents, dont une vit au détriment de l'autre. Et ça, c'est en fait juste la surface de ce que c'est la vie sous l'apartheid. Ça, c'est quelqu'un comme mon oncle, c'est peut-être le Palestinien le moins affecté par l'apartheid. On ne compte même pas ceux qui doivent perdre leur maison et voir leur foyer démoli pour élargir une colonie, par exemple, ou pour faire une route à laquelle ils n'ont pas accès. Aujourd'hui, on peut voir l'apartheid à travers des contrastes beaucoup plus violents et beaucoup plus visibles et, à l'œil simple qu'il y a 30 ans ou il y a 20 ans. Aujourd'hui, en traversant par exemple la route 90 qui fait le nord-sud dans la vallée Jourdain, on peut voir au long de la route toutes les communautés rurales palestiniennes, bédouines et semi-sédentaires qui sont au bord de la route, qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à l'électricité, qui n'ont pas le permis de construire, qui vivent dans des caravanes ou dans des kiosques en aluminium parce qu'ils n'ont pas le droit de construire. Et ils sont au bord de la route, une route à haute vitesse, et juste en bas des collines où les colonies israéliennes sont en fait des suburbes américains du premier monde, où il y a tout ce qu'il faut, où on vit pratiquement comme si on était en Europe, ou dans un suburb de la Philadelphie, de New York. Et ça encore, c'est quelque chose qu'on assume un peu, qu'on intègre dans sa conscience, et que c'est en comprenant en fait de quoi il s'agit, on rentre dans le choc de ces contrastes. Parce qu'on y grandit dedans, parce qu'on vit dedans. Je voudrais signaler le fait que l'apartheid israélien n'est pas un hasard. L'apartheid était inévitable. Alors, il y a des différences d'opinion sur quand est-ce que le projet israélien est devenu un apartheid. Bien sûr, on a commencé à parler d'apartheid dans ce sens-là, après que l'apartheid est devenu un crime prescrit dans le droit international, et ça c'était après la chute du régime d'apartheid en Afrique du Sud. Et donc, c'est à partir des années 80 qu'on a commencé à intégrer 90, pardon, dans le droit international, et c'est évident que ça soit arrivé dans le Mexique palestinien dans les années 2000. Mais quand est-ce que cette situation de ségrégation raciale a commencé à se développer? Alors, certains disent, beaucoup de la gauche israélienne veulent la confiner au territoire de 1967, et donc à l'occupation de 1967, et plus particulièrement aux années juste après les accords d'Oslo. Parce que dans les accords d'Oslo, je vais en revenir, il y a toute une série de dispositifs, disons, dans les accords même, qui permettaient le développement de la part. Et donc, beaucoup utilisent des phrases ou des interprétations comme quoi Israël a connu une métamorphose, il s'est transformé en un apartheid. Et depuis les accords d'Oslo. Moi, je pense que ça, l'apartheid s'est intensifié et est devenu beaucoup plus évident après les accords d'Oslo.
Mais l'apartheid était une inévitabilité depuis la création de l'État. D'ailleurs, je crois que la première forme de l'application de l'apartheid dans sa forme la plus crue et directe, était les premiers 20 ans de l'existence de l'État d'Israël, entre 1948 et 1968. Parce que les 100 quelques mille Palestiniens qui sont restés après la Nakba, ceux que l'armée israélienne n'a pas eu le temps d'expulser lors de l'armistice en 1941, surtout en Galilée, dans le Negev et dans la région qu'on appelle le triangle entre Lid, Ramla. Et donc ces Palestiniens-là, après qu'ils étaient plus d'1,5 million, il y en a 100 000 qui sont restés. Et dans quelques poches dans les villes comme Jaffa, Haïfa, Ak, Israël leur a imposé un régime militaire. Et donc un régime militaire selon lequel ils n'avaient pas le droit de voter, ils n'avaient pas le même droit d'expression, la liberté d'expression. C'est pour ça que Mahmoud Darwish, à l'époque, par exemple, il se faisait arrêter tout le temps juste pour réciter de la poésie en public. Il n'avait pas la liberté de circulation. Darwish, encore une fois, il parle de sa mère dans ses poèmes, comme quoi sa mère avait besoin d'attendre une semaine pour un permis du gouverneur militaire de la Galilée pour pouvoir se déplacer 15 minutes à Haïfa et le visiter et l'amener de la nourriture dans son appartement. Ça a duré 20 ans. 20 ans, c'est-à-dire un tiers de l'histoire d'Israël jusqu'à maintenant, a été un apartheid, dans lequel les Arabes palestiniens, citoyens d'Israël, avaient un régime militaire complètement séparé des Israéliens juifs. En 1968, on a annulé ça, mais la discrimination, elle a continué de façon institutionnalisée sous d'autres formes, dont je n'ai pas le temps maintenant de développer. Parce que je parlais de l'apartheid tout le temps en Cisjordanie, à Jérusalem et à Gaza. Aujourd'hui, l'apartheid, disons qu'il s'est intensifié de cette façon-là, et jusqu'à devenir tellement évident que même les organisations israéliennes de droits de l'homme ne peuvent pas l'ignorer. Tout simplement parce que c'était la seule façon dans laquelle Israël pouvait maintenir son projet, son aucune concession. C'est-à-dire, dans la nature du projet sioniste, dès le début, il y a quelque chose qui pointait vers soit une expulsion massive totale, comme celle du 1948, soit un apartheid. Et le leadership sioniste n'a jamais voulu changer rien dans sa vision stratégique. C'est-à-dire le projet sioniste depuis 1897 jusqu'à aujourd'hui, il est en ligne recte, n'a pas bougé d'un millimètre. Et je vais revenir à la fin pourquoi c'était le cas. Tous les mouvements politiques, à un moment donné, élaborent une sorte de pragmatisme dans lequel ils commencent à s'adapter à la réalité. Sauf le mouvement sioniste. Pendant 30 ans, l'affrontement avec le mouvement de libération palestinien était centré sur l'extérieur. Les Palestiniens à l'intérieur, surtout dans la Cisjordanie et la bande de Gaza, n'étaient pas vus nécessairement comme une menace par Israël, à part le côté démographique, mais même ça, ils voyaient à long terme, pas si proche. Les Palestiniens de Cisjordanie, surtout de Cisjordanie et de Gaza, étaient tout simplement un stock de main-d'œuvre bon marché. Et là, les mécanismes d'apartheid se sont appliqués sur le plan économique depuis 1967, depuis l'occupation de ces territoires-là. Il y a eu des règlements militaires qui ont fait une ségrégation entre l'économie palestinienne et l'économie israélienne, tout en attachant la première à la deuxième. Par exemple, il y a toute une série d'impôts imposés sur la production agricole palestinienne pour pouvoir être commercialisés, pas seulement à l'international, mais même dans le marché israélien. Alors que la production agricole israélienne a eux les territoires occupés comme un marché libre. C'est-à-dire que la frontière n'existait que dans un sens, la frontière de douane, si vous voulez. Et ça tuait pratiquement l'agriculture palestinienne. Et ça, c'était quelque chose, à mon avis, très réfléchi. C'était pas une coïncidence. Parce que la société palestinienne a été jusqu'en 1967 une société largement agricole, si pas majoritairement agricole. Par exemple, dans mon village, les gens travaillaient à 3/4 dépendaient de l'agriculture. Ce n'est qu'après ça que les choses ont commencé à changer. Les agriculteurs qui n'avaient plus les moyens de vivre de leur terre
on les a ouvert les voies pour travailler en tant qu'ouvriers dans le marché israélien de travail. Soit en Israël, soit dans les colonies, mais surtout dans les colonies. C'est comme ça que des gens comme mon oncle se sont trouvés à travailler, à construire des maisons pour les Israéliens sur la terre que ses frères aînés et son père cultivaient juste 30 ans avant ça. Donc ça, c'était la façon dont Israël a changé, si vous voulez, la relation des Palestiniens avec la terre et leur économie. Et ça a été tellement systématique que des villages entiers dans certaines régions sont devenus complètement dépendants du marché du travail israélien. Dans certains villages de l'ouest de Ramallah et du sud d'Hébron, par exemple, les fêtes du village et le mariage se font le samedi, parce que c'est le jour congé pour les Israéliens. Et maintenant, par exemple, et pendant le Covid, c'était pareil, que le marché du travail israélien est fermé à cause du Covid ou à cause de la guerre, parce que la représailles de la guerre par Israël et la révocation des permis de travail, ces villageois se trouvent sans travail et sans revenus, des milliers de familles. Et c'est un des effets, en fait, de cette dépendance. C'est-à-dire qu'Israël a toujours vu les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza en tant que juste un stock de population qui servait à quelque chose. Mais on ne le voyait pas en tant que une menace politique. Jusqu'à la première intifada. La première intifada qui a été déclenchée d'ailleurs à cause du massacre de 7 ouvriers palestiniens qui vont retourner d'Israël à Gaza. Et donc, c'était ça la relation. Et donc, la première intifada, elle a changé tous les données, un peu comme le 7 octobre. Elle a changé tous les données parce qu'Israël, du coup, a compris que maintenant le conflit, il n'est plus avec des Palestiniens à l'extérieur, mais que maintenant la lutte palestinienne, elle doit être basée dans le territoire palestinien. C'est un réveil des Palestiniens à l'intérieur, des territoires occupés, de leur conscience de soi et de leur expression en tant que Palestiniens. Et c'était pendant cette première intifada, par exemple, que le Hamas est né. Mais c'est une autre histoire. Alors, après la première intifada, il fallait trouver une solution. Qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette population qui est politisée et qu'Israël n'a pas pu contrôler et soumettre pendant 6 ans d'intifada? Donc d'accord, maintenant il y aura une autorité palestinienne qui va s'occuper des services dans les centres urbains les plus importants. Mais on ne va pas rendre le territoire aux Palestiniens. L'idée sous-entendue était que le début du processus de négociation à Madrid et puis à Oslo allait aboutir à un État palestinien dans quelques ans. Mais ce n'était pas explicitement mentionné nulle part. Les accords d'Oslo parlaient de 5 ans de négociations avant la négociation du statut final. Mais on ne disait pas que le statut final devrait aboutir à un État palestinien, par exemple. On a mentionné les colonies nulle part. C'est déjà la raison, par exemple, pourquoi la première délégation négociatrice palestinienne à Washington n'a pas fait aucune avancée dans les négociations, parce qu'ils incitaient qu'il fallait mentionner qu'on allait démanteler les colonies, Israël réfugiés. C'est pour ça qu'on a changé la voie de négociation, on a ouvert une deuxième voie par Oslo. Dès le départ, dans le concept israélo-américain, il y avait déjà, disons, l'idée qu'on allait maintenir le contrôle israélien sur ces territoires, tout en maintenant une entité semi-politique pour les Palestiniens qui va gérer leurs affaires. Et ça ne pouvait pas être autre chose qu'une séparation totale sur le même espace. Quelqu'un que j'admire beaucoup en tant que journaliste, mais aussi en tant qu'activiste politique, Gideon Levy, le journaliste israélien critique de l'occupation, dit quelque chose qui est très juste. Et très juste et pourtant ignoré malgré sa simplicité. Il dit qu'aucun leader israélien pendant ces 30 ans n'a été sérieux par rapport aux deux États. Parce que, et la preuve elle est très simple, aucun leader israélien, ni gauche, ni droite, ni dans le gouvernement, ni dans aucun ministère, aucun n'a arrêté la construction des colonies un seul jour pendant les 30 ans de négociation. Si on construit des appartements dans une terre, qu'on dit qu'on veut rendre pour faire un État plus tard, alors on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux dans ce qu'on dit. Et les accords d'Oslo, d'une certaine façon, en échouant à
à mettre en condition politique cette question-là, la question de la population israélienne dans les territoires occupés, dans les colonies, la question du contrôle sécuritaire israélien qu'Israël justifie à travers ses colonies. Pratiquement les accords d'Oslo ont autorisé un peu, ou ont laissé la voie ouverte au développement des formes plus accrues de l'apartheid. Et je pense que la façon le dispositif le plus dangereux qui a été inclus dans les accords d'Oslo, c'était la ségrégation du territoire palestinien en zones A, B et C. Une petite anecdote. La délégation négociatrice palestinienne qui était à Washington en 1991, après la conférence de Madrid, qui était dirigée par le Dr Haïdar Abdel-Shafi et Hanan Ashraoui, que vous connaissez peut-être, et d'autres. Eux, par exemple, ils avaient refusé la proposition israélienne qu'il y en ait des territoires A, B et C. Ils ont dit pourquoi? Les Israéliens, ils ont dit non, mais parce qu'en fait, on va faire la transition des pouvoirs dans ces zones graduellement. Et donc, Haïdar Abdel-Shafi et Faisal Hussein et Hanan Ashraoui, ils ont répondu dans ce cas-là, on ne dit pas A, B, C. On dit janvier, février, mars, 94. On met un emploi de temps. Mais lorsqu'on met des catégories différentes de territoires, ça veut dire qu'on va vers quelque chose de permanent. Et ça, c'est très dangereux. Surtout que les Ancés, c'était évident dès le départ, que les Ancés constituaient plus de 60% de la surface de la Cisjordanie. Aucune des grandes villes, on ne veut pas la population palestinienne, toutes les terres agricoles, entre les villes, toutes les vallées du Jourdain, toutes les frontières, tous les puits d'eau naturels, c'est-à-dire tout ce qui importe pour soutenir la population, mais sans la population. Donc ça, c'est pas un plan de rendition de pouvoir ou de retraite graduelle. Ça, c'est un plan pour autre chose. Contrôler les ressources, les frontières, le territoire et l'espace de l'expansion urbaine et démographique, mais sans contrôler les gens eux-mêmes. Et donc déjà, dans la carte des accords d'Oslo, il y a eu la base pour le développement de l'apartheid qu'on connaît aujourd'hui. Parce que juste après, on a commencé à construire les routes contournantes, les routes qui font le contour des villages et villes palestiniennes, pour que les colons puissent se déplacer à une vitesse différente, sans rencontrer les Palestiniens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons toute une génération de colons israéliens qui ne connaissent pas les Palestiniens. Ouais, les Palestiniens, c'est juste des Arabes barbares. Ils ne connaissent pas, alors qu'ils vivent juste à côté. Et ce qui permet l'endoctrination dans cette idéologie fanatique et meurtrière de colons. Et c'est ce qui a permis, en fait, qu'il y ait tout un État superposé sur le premier. Et le développement de ce système-là, jusqu'à avoir cette forme si brutale de l'apartheid, en fait, elle s'est faite depuis 1993, depuis les accords d'Oslo jusqu'à aujourd'hui. Ce développement si vite et si brutal, dans lequel la Cisjordanie, elle n'existe pas en même temps. Elle existe pour les Palestiniens, les limites de la Cisjordanie par exemple. Et jusqu'à 2007 aussi, et jusqu'à aujourd'hui, pour les Palestiniens, les limites de Gaza. Parce qu'on ne peut pas partir, on ne peut pas sortir de ce territoire. Mais pour les Israéliens, elle n'existe pas. Pour un Israélien régulier, c'est juste, ça fait partie d'Israël. Un colon israélien qu'on peut voir sur les routes autour de chez nous, en nous déplaçant dans la Cisjordanie, il est dans son station de bus, juste devant la colonie, sur une route, en attendant le bus qui va l'amener à Tel Aviv, et qui va retourner le soir à la même station de bus. Ce colon, il n'a même pas besoin de savoir qu'il a quitté un territoire qui s'appelle territoire palestinien occupé en 1967 pour aller en Israël. Pour lui, c'est le même monde. Le monde différent pour lui, c'est en fait notre monde. C'est nos villages, nos villes, nous. Ça, c'est l'autre monde duquel il est séparé. Et donc, cette application de l'apartheid, elle était inévitable. Elle avait arrivé. Il n'y avait pas une autre solution. Le projet sioniste, dès le départ, il se voit comme un projet étant sans plus. Colonialiste de peuplement, de remplacement, et donc étant sans plus. Et le sionisme, entre guillemets, naïf jusqu'aux années 20, ne pensait pas trop à l'affrontement avec le peuple autochtone du pays. Mais depuis les années 20, depuis Jabotinsky, c'est un colonialisme nécessairement violent qui veut faire un mur de fer pour écarter la population autochtone.
Et donc, depuis l'équation sioniste, pour l'accomplissement historique de ce projet, repose nécessairement sur une composition démographique où il y a une majorité juive, sinon ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle on a expulsé 3/4 de million de Palestiniens, 800 000 Palestiniens en 48. C'est la raison. L'historien Ilan Pappé, par exemple, signale que le Fonds national juif, qui s'est mis à acheter des terres, il a trouvé une grande difficulté à acheter des terres après les années 30, depuis que les élites palestiniennes ont compris de quoi il s'agissait. Et que vendre des terres au Front National Juif, ce n'était pas comme vendre de la terre à n'importe quelle personne, des confessions juives. Il y avait un projet politique derrière. Et c'est pourquoi, en 1947, le Front National Juif et les juifs du Yishuv, de base, tous les juifs de Palestine, n'avaient que 7 à 8% de la terre achetée, acquise légalement. 7 à 8% seulement. Et en termes de population, il n'était que 20%. 20 à 25%. On ne peut pas faire un État juif avec 20% de la population qui ne possède que 8% de la terre. Il fallait changer ça vite. Et il fallait changer ça vite. Et pour le faire vite, il fallait faire à la force. C'est pour cela qu'il y a eu la Nakba. La Nakba n'était pas le produit d'une guerre. La Nakba était le produit d'un plan conçu pour changer la composition démographique parce que c'est un projet raciste dès le départ. Et il suffit qu'on preuve que la veille du début de la guerre, le 14 mai, avant que la guerre ne commence, il y avait déjà 300 000 Palestiniens qui étaient fait réfugier. Surtout des grandes villes, Haïfa, Tibériade, Jaffa et Jérusalem-Ouest. Alors, dès le départ, ce projet, il a cette tendance-là. Mais il n'a pas rencontré des obstacles pour être obligé à se reformer et à trouver à son moment de pragmatisme. Et ça, il est dû au fait que au niveau international, on a traité toujours Israël comme une exception. En même temps que la Nakba se passait, le monde célébrait en fait la création de ce système international, de droit international, basé sur la Charte des droits de l'homme, basé sur les accords et les conventions. Et ce système qui s'est développé pour après reconnaître par exemple le colonialisme en tant que crime, l'apartheid en tant que crime. Israël a toujours une place en tant qu'exception dès le départ, depuis le premier jour. Même lors de son admission dans les Nations Unies, qui était conditionnée, la condition de l'admission d'Israël dans les Nations Unies, pour ceux qui ne le savent pas, c'était qu'Israël adhère et applique la résolution des Nations Unies 194, qui dit que les réfugiés ont le droit de retourner ou de se faire compenser. Et c'était la raison, c'était la condition de l'admission d'Israël. Israël n'a jamais accompli cette condition, et pourtant, il est toujours admis dans les Nations Unies, et plus que ça, on nous fait la tête avec le fait qu'Israël est reconnu dans les Nations Unies. D'accord, Israël est reconnu dans les Nations Unies, mais aussi le droit au retour des réfugiés est reconnu dans les Nations Unies. Et demandez à n'importe quel Israélien, demandez à n'importe quel politicien français qui dit être critique de l'occupation, ce qu'il en pense du droit de retour des réfugiés. Et si vous dites c'est dur ou difficile de l'enforcer parce que ça serait demander à Israël d'arrêter d'être un État juif, parce qu'on a traité Israël comme une exception pendant toutes ces années, alors Israël a continué avec son projet jusqu'au bout. Parce que si je me comporte différemment ou contrairement aux règles établies pour tout le monde, et je suis récompensé, je suis applaudi, je suis élogé, alors le message il est quoi? De continuer. Et ce que je vais faire, c'est continuer. Et c'est ce qu'Israël a fait toujours. À mon avis, ça, ce n'est plus dans le domaine du droit. Ça fait 76 ans, et pas que 30 ans, ni 15 ans, ni 9 mois depuis 7 octobre, mais 76 ans, Israël est donné une exception pour se comporter au-dessus de la loi internationale du droit international auquel tout le monde, de tous les pays du monde, doivent ou acceptent de se soumettre. La raison, bien sûr, elle vient d'en dehors du droit. Et la raison, elle est, je pense, double, à la fois stratégique et culturelle. Dans le côté stratégique, il ne faut pas faire beaucoup l'analyse. Bien sûr, comme l'Empire britannique qui a créé le mouvement sioniste, vous voyez, le mouvement sioniste, un outil important
pour avancer les intérêts de son empire. Et les États-Unis voient la même chose. C'est juste l'Empire britannique version 2.0. Ça, c'est le côté stratégique, donc ça, on peut tous le comprendre. Mais dans le côté culturel, il faut juste voir ce que disent en fait les responsables, en fait, les plus grands sionistes au monde ne sont pas même pas des juifs. Ce sont les responsables impérialistes, et britanniques et américains aujourd'hui. Arthur Balfour, par exemple, qui disait que le sionisme il est basé sur des intérêts, je cite à la lettre, sur des intérêts présents, des traditions passées et des espoirs futurs d'une importance bien plus grande que le préjugé et les vœux des quelques centaines de milliers d'Arabes qui habitent cette terre ancienne de Palestine. C'est-à-dire qu'il y a il dit là tout, il dit tout là. C'est-à-dire qu'il y a un narratif, il y a un récit qu'il y a déjà établi avant qu'il y ait le sionisme, dans l'imaginaire impérialiste occidental, qui justifie tout ce que le sionisme va faire plus tard. Qui justifie en fait le fait qu'on voit les Palestiniens en tant que juste des centaines de milliers d'Arabes et pas un peuple. Qui justifie le fait qu'on voit la Palestine comme un pays sans peuple, même si on sait qu'il y a des centaines de milliers de gens qui y habitent depuis des siècles. Qui justifie le fait qu'on dise que oui, Israël a détruit 500 villages en 48, mais quand même, il faut célébrer son indépendance, parce que c'était quand même quelque chose d'énorme et d'excellent pour l'histoire de l'humanité. Même si ça signifiait en fait l'effacement de tout un peuple, de la carte. Et donc, il y a un côté culturel dans le sionisme et le produit et n'est pas la cause. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent aujourd'hui en fait qu'il y a une emprise israélienne sur la rhétorique, sur le discours occidental. Je trouve que c'est dans l'autre sens. Le sionisme, il est le produit, le fruit d'une mentalité colonialiste qui n'est pas morte, qui continue aujourd'hui. Et ça donne en fait, ça crée un espace d'exceptionnalisme pour Israël aujourd'hui. Et ce qui est plus dangereux, c'est que le résultat qui suit l'apartheid, parce que l'apartheid, c'est une solution, c'était conçu comme une solution à long terme, mais pas définitive. Sa transformation en quelque chose de plus sinistre est inévitable. C'est ce que je dis. Est inévitable si on n'arrête pas. Ce que vous voyez à Gaza, se passer à Gaza aujourd'hui, la tentative consciente d'expulser 1 million de Palestiniens en dehors de Gaza, dans le désert de l'Égypte, ce que Netanyahu a dit explicitement, c'est que beaucoup de leaders responsables israéliens disent. Ce génocide qui se passe devant nos yeux, c'est le résultat inévitable du fait que l'apartheid n'a pas pu régler la question. Parce qu'on ne peut pas maintenir un peuple sous l'apartheid à jamais. À un moment donné, il va continuer de lutter, il va continuer de rester de toutes les façons qu'on peut imaginer. Et donc, le régime colonial, il va essayer de s'en débarrasser, définitivement. Et avoir l'apartheid, c'est avoir une population dans sa poche, dont on ne veut pas s'occuper, mais à un moment donné, il va falloir. Et je pense qu'Israël, après le 7 octobre, dans la société, dans la culture, dans la politique, est entré dans une conscience où il faut terminer cette question et pas prolonger l'apartheid. Et ça, c'est pas l'élimination totale et définitive de l'existence collective des Palestiniens en Palestine, pas l'expulsion massive. Et Gaza n'est que le début. Alors, est-ce qu'on va continuer à traiter cette question dans l'ordre du droit, de l'intérieur du droit? Je pense que oui, ça peut être une raison si on comprend que le boycott, par exemple, c'est un outil du droit aussi. Mais est-ce qu'on va continuer à traiter ça comme si Israël était juste un État qui doit se soumettre à la loi, alors qu'on sait que de l'intérieur de ce système de droit international, on lui donne une exception? Non, il faut contester la mentalité et la culture d'exceptionnalisme israélien, et il faut avancer le récit contraire qui humanise les Palestiniens, qui réhumanise les Palestiniens, et qui met en question les préjugés israéliens et sionistes, et les politiciens qui le soutiennent depuis les pays puissants du monde. Voilà. Merci beaucoup.